Nous allons continuer aujourd'hui avec la cardinalité. Nous allons voir ici l'importance des cardinalités caractérisent les différents types les différents types d'associations. On a les cardinalités de 1 à 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous disons des termes mathématiques c'est-à-dire une seule entité de A est reliée à une seule entité de B. Et ici, ce qui est important, il faut toujours se poser les questions dans les deux sens, c'est-à-dire de A vers B, puis de B vers A. Parce que la dernière fois, je disais, les actions se font dans les deux sens, pas dans un seul sens. Donc, quand tu te poses une question de A vers B, il faut aussi te poser la même question aussi de B vers A. Et l'entité 1 à 1 signifie, comme je le dis, une entité de A à une seule entité de B. Vous le voyez sur le schéma ici, représenté. À chaque élément dans l'ensemble A est relié à un élément bien précis dans l'ensemble B. Je veux dire l'entité 1 à 1. On y va voir les cardinalités de 1 à plusieurs ou bien 1 à n. C'est-à-dire une entité de A peut être reliée à une ou plusieurs entités de B. Comme on le représente le schéma, les deux ensembles ici, l'ensemble A, il y a ces différentes entités, et l'ensemble B qui a différentes entités. Vous voyez dans ces ensembles comment les classes. L'ensemble A représente la classe, une classe A, avec ses différentes entités A. Et puis l'ensemble B représente une classe d'entité B, avec ses différentes entités de B. Et comme on le dit, une entité de A peut être reliée à une ou plusieurs entités de B. C'est-à-dire quand on prend un élément chez A, il peut avoir plusieurs fonctions dans B, pas une seule fonction. Elle peut être reliée à plusieurs éléments au niveau de B. On a aussi les cardinalités de plusieurs à plusieurs, qui signifie N à N. C'est-à-dire une entité de A peut être reliée à plusieurs entités de B. Comme on le ici, qu'on appelle ça, le schéma, la représentation ici, ici au niveau du schéma. Ce qui est important de savoir, c'est que les cardinalités 1N, 1, s'il vous plaît, 1N et N sont appelées des cardinalités maximales. Et elles représentent le nombre maximum de participation d'une entité à une autre relation. Les cardinalités minimales, c'est le nombre minimal de participation d'une entité à une relation et elle peut être 0 ou 1. Une entité de A peut être reliée à aucune ou à une seule entité de B. Ça, c'est une expression. On va comprendre plus tard ce que cela veut dire. Les cardinalités maximales et minimales traduisent les contraintes qui sont propres aux entités et associations. Dans un schéma conceptuel, elles sont représentées comme ci-dessous. Comme on vient de le signifier ici, les cardinalités maximales comme minimales, elles traduisent les contraintes. Tout ça, vous qui êtes en ligne, ça va? Oui, ça va. Oui, oui, ça va. La dernière fois que je disais, dans le cardinalité, chacun peut créer son propre environnement en fonction de la situation. Mais en fonction des cardinalités ou bien en fonction des associations qu'il va se donner, je peux m'en rendre compte s'il y a des erreurs ou pas. Et les cardinalités jouent un rôle important au niveau des contraintes. Nous allons comprendre tout à l'heure ce que je veux dire au niveau des contraintes. C'est-à-dire qu'à travers les cardinalités, la personne peut te comprendre si effectivement la traduction de tes cardinalités, de tes associations de cardinalités reflètent vraiment l'idée que tu veux avancer et donner au niveau de ton environnement, donc l'idée que tu veux prendre pour résoudre ton problème. Est-ce que on a fait ça? Les cardinalités que tu vas te donner traduisent vraiment cela. Et donc, c'est au cours de l'évolution que nous avons. Nous voyons que quand on parle de 0 à 1, cardinalité 0 à 1, c'est-à-dire aucune ou une seule. Aucune ou une seule. Quand on parle de la cardinalité 1, c'est-à-dire une et une seule. Quand on parle de la cardinalité 0 et n, c'est-à-dire aucune ou plusieurs.
Quand on parle de la cardinalité 1, ça veut dire une ou plusieurs. Voici un peu ce que ça signifie quand vous allez voir cette différence de cardinalité-là. Il ne faudrait pas que ça puisse vous inquiéter. Comme je le disais avant de commencer le cours, les quiz ici sont représentés comme des activités au niveau de la leçon là-bas. Et donc, vous devrez les faire ensemble. Ça permet, c'est vrai, on va faire un peu ici, mais ça vous permet d'approfondir un peu la connaissance que nous partageons ici pour pouvoir faire les autres activités. Au niveau de ce qui, j'ai dit avec l'exemple de la gestion de la scolarité toujours, de l'ENS, il faut déterminer les différents types de cardinalité entre les classes d'entités ou les entités en vous appuyant sur le schéma modèle entité-association au niveau du PowerPoint numéro 33. Avant d'aller à ce PowerPoint, je voudrais savoir, vous avez une idée du schéma entité-association, comment il se présente? Le schéma entité-association, vous avez une idée comment ça se présente? La séance passée, nous avons montré comment représenter ce schéma-là. C'est bon? Donc, au niveau du PowerPoint 33, voici en fait le schéma du modèle entité-association. Voici comment il est représenté. Tout simplement. Maintenant, ici, je veux que des cardinalités soient associées à ce modèle. Donc, je vous écoute. Quel genre de cardinalité on peut commencer à associer au niveau de ça? Il y a déjà une exemple qui est dans le cours, mais on va essayer de chercher ensemble. Peut-être que pour vous, vous allez trouver pas différent du cours, ça va dépendre, oui. Madame, il y a les codes. Les codes. Bon, qu'est-ce que tu veux dire par les codes? Le code peut se relier. Oui, les codes peuvent se relier, mais comment créer la cardinalité? Comme je vous l'ai dit, les cardinalités sont dans les deux sens. C'est-à-dire, il y a une cardinalité qui doit être ici et il y a une autre cardinalité qui doit être ici. Est-ce que vous suivez avec... Oh, il ne se présente pas. Oh, merde. Mais qu'est-ce que je vais faire pour qu'il sorte? Parce que je veux que ça sorte. Pourquoi j'ai coupé? Pourquoi ça ne s'affiche pas sur l'écran? Il y a tellement de Windows 3. Là, vous voyez maintenant? Donc, on va travailler comme ça beaucoup plus sur voir. Vous, en ligne, vous me suivez? Oui, madame. Ok. Donc, vous voyez, on a représenté les différents symboles ici. On a représenté les différentes classes d'entités. On a représenté les différentes classes d'association. Et ils sont tous reliés. Donc, le système d'information est créé, voici. Le système de la gestion de la scolarité de l'élève. Maintenant, on peut créer les cardinalités. On veut ajouter les cardinalités. Ici, question? D'accord. On veut ajouter les cardinalités. Ici, comment nous allons ajouter les cardinalités? Je posais la question tout à l'heure. Vous voyez que au niveau de la scolarité, il y a différentes entités qui sont réunies. Au niveau des étudiants, il y a différentes entités qui sont réunies. Mais il y a une relation qui lie étudiant à scolarité dans un sens, c'est-à-dire dans ce sens-là de la gauche vers la droite, dans ce sens. Donc, la cardinalité doit se mettre. Maintenant, il y a une autre encore association qui lie la scolarité aux étudiants de la droite vers la gauche. Donc, la cardinalité doit se positionner là. Vous voyez? Donc, ça fait toujours les deux sens. Donc, quand on prend le premier sens, par exemple, étudiant scolarité, retiré, oui, quelle cardinalité on peut avoir? On a vu qu'on a les cardinalités 0,1, on a les cardinalités 1,1, on a la cardinalité 1R, qu'est-ce que l'on peut? Pourquoi NN? Justifie, oui. Oui, justifie. Pourquoi NN? On vous dit NN, pourquoi? On peut retirer un élément comme ne rien retirer. On peut retirer un élément comme ne rien retirer. Même ça fait NN. Non, ça fait 0,1. Non, ici on peut retirer un élément comme on peut ne rien retirer. Oui, c'est ça, 0,1. On peut retirer un élément comme on peut ne rien retirer. Voici l'exemple des cardinalités qui vient de donner effectivement. Oui. NN, ça veut dire que chaque entité de l'étudiant doit avoir son cardinal dans l'entité
Scolarité. Donc, fais un lien. Fais un lien, un exemple par exemple. Lui, il a dit, par exemple, on peut retirer comme on peut ne pas retirer. C'est-à-dire, l'étudiant peut aller à la scolarité et retirer une fiche, comme on peut ne pas retirer qu'on appelle ça une fiche. Quelqu'un d'autre? Pendant une en train de réfléchir, quelqu'un d'autre, une proposition, oui. 0 est au niveau des étudiants et puis Scolarité et puis 100 ans. service médical. Donc, disons, vous acceptez qu'on reste ensuite. Non, on va rester. On va travailler d'abord d'un côté. Au niveau de la scolarité étudiant. Non, il dit service médical. Service médical. Avant d'aller à service médical, on va d'abord finir la première partie. Au niveau de l'étudiant puis de la scolarité, on va d'abord finir la toute première partie. Il a proposé, il a donné son sens à proposer la cardinalité 0,1. Vous êtes en ligne, vous êtes concerné aussi, s'il vous plaît. Alors, on peut proposer la cardinalité 1N. Parce que l'étudiant, il va donner son matricule, son nom, sa filière, sa discipline, son sexe, à un titre d'argent, en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui sera là-bas juste pour enseigner ces informations-là. C'est-à-dire, vous parlez de la cardinalité 0,1 et N. C'est-à-dire, un étudiant peut retirer. Quand vous dites EN, qu'est-ce que ça veut dire? Je parle du côté de scolarité vers étudiant. Non. Vous parlez de scolarité vers étudiant. Non, pardon, l'étudiant vers scolarité. L'étudiant vers scolarité. L'étudiant peut donner son matricule, son nom, son prénom, toutes ces informations qui le concernent à un titre d'argent bien précis, en fait. Ce sera la scolarité, par exemple une secrétaire. Voilà, du coup, on a plusieurs sous-entités ici qui vont interagir avec une sous-entité qui est dans scolarité, en fait. Quel type d'argent? N'oubliez pas quelque chose. On a la classe d'entité étudiant qui est là. On a la classe d'entité scolarité. C'est-à-dire qu'une entité au niveau de la classe de l'étudiant peut avoir plusieurs images, quelque chose comme cela, au niveau de la scolarité. En quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. Quand le EN que vous venez de dire, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs images. Vous voyez? C'est-à-dire que ce soit n'importe quelle entité que nous allons prendre au niveau de l'étudiant, au niveau de la scolarité, il peut avoir plusieurs éléments qu'il peut prendre. Il peut être lié à plusieurs éléments de la base. Ça fait EN. Ça fait EN. C'est ce que ça veut dire. C'est toujours N. Vous voyez le N comme l'infini en quelque sorte. Vous voyez le N comme l'infini. Ouais, non. L'infini à 1 à l'infini. Donc, nous n'avons pas de 1 à l'infini. Tout ce que je viens de dire, ça part dans le cas de NN. Donc, vous voulez parler dans le cas de NN. Donc, lui, il tient dans le cas de NN dans quel sens? Étudiant scolarité. Étudiant scolarité, c'est-à-dire plusieurs entités. Au niveau de l'étudiant, peut retirer plusieurs entités. Combien d'étudiants peuvent retirer plusieurs comme lui parle de NN. Il peut s'inscrire, il peut retirer sa fiche à la scolarité, il peut faire sa carte étudiante à la scolarité, il peut aussi. Il peut juste demander le contact, il peut avoir le contact d'un agent de la scolarité aussi. D'accord. Maintenant, au niveau de la scolarité à étudiant, quelle cardinalité on peut y avoir? Oui. Il peut y avoir un N aussi, madame. Un N aussi. Oui. De la scolarité. Il son reçu d'inscription. Il n'y a pas quelque chose de plus, c'est ça qui m'énerve. Mais non, pas sur. Pourquoi noter les cardinalités? Au moins, ça à côté là. C'est ça qui m'énerve un peu. Donc, on disait, on avait noté la cardinalité 0,1 et puis un N, n'est-ce pas? On s'est proposé deux cardinalités là. Ça, c'est dans le cas de l'exemple ici, on peut se proposer deux cardinalités, mais normalement, dans un programme que vous donnez, vous devrez au moins choisir une cardinalité. Voilà. Donc, ici, on prend les deux cardinalités pour pouvoir travailler. Dans l'autre sens, on a pris la cardinalité NN, n'est-ce pas, de scolarité étudiant. Oui, et puis on peut faire autre cardinalité encore. Bon, lui il dit la cardinalité 1 à 1. 1 à 1, qu'est-ce que tu vas dire? 1 à 1, c'est par exemple. Parce que la scolarité, c'est pas que les étudiants qui s'inscrivent au même nom. Un étudiant
étudiant à un an. Mhm. S'il y a quelque chose à faire, vont prendre l'étudiant en Mhm. particulier pour peut-être lui demander des compléments de dossier, Mhm. ce genre de choses. Mhm. On peut utiliser N'oublie pas que quand l'exemple que tu viens de dire est à un, si on veut prendre la scolarité à l'étudiant, c'est-à-dire que la scolarité ne peut délivrer qu'un seul élément à un étudiant. C'est pas mauvais, son exemple qu'il a donné là. Mais juste en train d'expliquer ce que veut dire la cardinalité. C'est ça, je veux que vous voudrez que vous compreniez le sens de cardinalité, c'est tout. Et non pas forcément dire c'est ça qui est correct, non, mais comprenez le sens. Et il a dit E1, voici exactement ce que veut dire le E1. C'est-à-dire qu'il y a une restriction. De 1 à 1, il y a une restriction. Donc, ça veut dire de la scolarité à étudier, il y a une restriction. Quand la scolarité ne peut qu'on appelle délivrer qu'un élément à l'étudiant. La scolarité ne peut pas aller au-delà. Oui. Et madame, oui. Moi, je vais voir la cardinalité. Parce que la scolarité peut délivrer le reçu de paiement, peut délivrer aussi le. Oui, oui. Mais il peut délivrer aussi le certificat de scolarité. On peut prendre aussi un M. Vous me comprenez un peu. C'est pour vous permettre dans vos différents systèmes d'information que vous allez vous créer. Il ne faudrait pas que ça envoie un débat, mais que ça mette une compréhension. Parce que, quoi qu'il en soit, peu importe les cardinalités que vous allez vous choisir, mais à la fin, quand ça sera comme ça, vous saurez que c'est côté. Il faudrait qu'il y ait une logique dans le niveau des cardinalités. Donc, dans les modules que vous allez vous atteler à faire. Vous allez vous atteler à faire, il faudrait que vous tenez compte de ça. Dans les explications, quand on va dire EN qui puisse expliquer pourquoi EN. Dans l'explication, ça va permettre à l'autre de voir. Non, moi, je ne suis pas d'accord parce que voici comment est-ce que je fais. C'est bon. On prend maintenant le côté étudiant service médical. Oui. Elle avait dit 0N, voilà. Donc, expliquez. 0N. L'étudiant peut aller faire des analyses du service médical, il peut prendre le service médical. 0N a candidaté, 0N, qu'est-ce que vous avez dit? Aucune et puis plusieurs. Un N, c'est-à-dire un étudiant peut venir faire les analyses. Faire plusieurs analyses et autres en même temps. Et si c'est la candidature, aucune N. 0 N. Ça veut dire qu'il n'y a pas de. Voilà. C'est bon? Oui. On peut avoir sur la candidature oui. Un étudiant va faire un examen spécifique. Spécifique, un examen spécifique, n'a pas le droit d'aller au-delà. Et puis, quel candidat encore? Il y a encore une candidature qu'on peut avoir. NN, c'est-à-dire? Les étudiants peuvent en même temps aller faire plusieurs analyses de autres. Quand on prend le côté scolarité, service des examens. Pardonnez, on a fait ce sens. Service médical à étudiants, j'ai oublié. Le service médical à étudiants. Oui. On peut prendre un également. Oui. C'est-à-dire, le service médical aura donné le résultat des examens des étudiants. Non. C'est 0. C'est 0. Non, lui, il a expliqué son 1, il ne faut pas dire non. Pourquoi expliquer pour toi? Lui, pourquoi 0? Le service médical va donner seulement uniquement que le résultat de l'examen. Non, c'est un qui l'a dit ça. C'est-à-dire que le service médical, par exemple, s'il y a un résultat qui est. Ici, qu'est-ce que j'ai dit dans le service médical? Consulter. Le service médical, consulter, voilà, peut consulter l'étudiant. Ou bien peut, qu'on appelle service médical, il peut consulter ou bien fournir quelque chose à l'étudiant. Donc, comme on le disait, le service médical peut pouvoir fournir quelque chose ou bien l'information, quelque chose à un étudiant. Comme aussi, le service médical ne peut pas fournir l'information à l'étudiant, à aucun étudiant. 0, 1, et puis 1, 1. Ensuite, quand on prend le côté scolarité, puis par exemple le service des examens.
Scolarité, confirmé, interrogé. Confirmé, interrogé, voilà. Voilà, Un, oui, de quel côté à quel côté? parce que là, on peut dire que seulement un titre d'argent précis est capable d'interroger Le service des examens. examens, parce que tout le monde, tous les agents de la scolarité ne peuvent pas. Tu as dit EN. EN. Le N, c'est plusieurs. Quand tu dis un seul agent, le service, un seul agent ne peut interroger que un. Ça ne fait Un pas. seul agent peut demander, comment dire, demander à diffuser par exemple le code d'examen, le type d'examen, la date d'examen. Oui. Un seul agent. Agent, oui, oui. Un seul type d'agent. Oui, par oui, exemple, je suis d'accord. voilà, les deux faits principaux. Oui, oui. Ça, c'est de 1 à N. De N, voilà. C'est le mot ne peut. Donc, quand tu parlais, tu avais dit ne peut. Donc, quand tu dis ne peut, c'est comme s'il y a une réflexion. Elle veut dire seulement, il y a une restriction de lui et lui seul. Donc, pourquoi j'ai eu à dire attention à ce que tu dis. Oui. Scolarité. Non, du sens. Service des examens. Service des examens À scolarité. Le service des examens va demander à la scolarité des informations sur l'étudiant. Il y a plusieurs informations sur les étudiants. Oui, oui. Donc, un aussi. Oui. Oui, c'est acceptable. On peut accepter cela. Vous voyez un peu comment se joue un peu le jeu des cardinalités. Donc, quand vous posez votre système, en fonction de votre environnement, en fonction de vos analyses, en fonction des objectifs que vous voulez atteindre, c'est vous qui pouvez relier les fonctions, c'est-à-dire donner vie aux différentes cardinalités. Quand vous allez les relier à la fonction, déjà, dans les analyses, quelles sont vos contraintes? Est-ce qu'un étudiant a le droit de se rendre à la scolarité pour prendre plusieurs informations? Si oui, donc vous voyez à quel genre de cardinalité vous voulez. Sinon, si l'étudiant n'a pas le droit d'aller à la scolarité pour prendre plusieurs informations, si selon la scolarité, c'est pour prendre une et une seule information, un exemple, donc là, il y a une restriction. La cardinalité s'écrit autrement. Et si l'étudiant se rend aussi à la scolarité, ce n'est pas évident aussi qu'il ait une information au niveau de la scolarité. Ça aussi, il y a la cardinalité qu'on explique. Donc, c'était pour vous, pour que vous puissiez voir un peu dans le thème mathématique, le E, qu'est-ce que ça veut dire, qu'on appelle ça N, qu'est-ce que ça veut dire, le 0, N, qu'est-ce que ça veut dire. C'est bon? Il y a des questions, vous m'arrêtez. S'il n'y a pas de questions, continuez. Bon, ici, ça c'est un exemple qu'on a eu à travailler avec des étudiants l'année passée, comme le jeu dont j'ai vu à noter un peu. Vous voyez un peu comment j'ai noté cette cardinalité-là. Le EN qui est là, c'est pour d'étudiants à scolarité. Le 0N qui est là, c'est de la scolarité à l'étudiant. Le EN qui est ici, c'est d'étudiants au service médical. Le 0N qui est là, c'est du service médical à l'étudiant. Le 0N ici, c'est de la scolarité au service des examens. Et le EN, c'est du service des examens à la scolarité. J'insiste parce que souvent, quand il s'agit de faire les listes ou bien les trucs, il y a d'autres qui n'écrivent seulement qu'une seule cardinalité. Quand vous écrivez une seule cardinalité et dans l'autre sens, moi je ne peux que la lire dans un sens et maintenant dans l'autre sens. Si les deux cardinalités sont identiques, c'est pourquoi vous avez écrit la même chose. Il faudrait que je puisse le savoir. Et pour pouvoir le savoir, il y a ce tableau que l'on établit. C'est-à-dire, quand tu écris dans vos documents, ou bien même si c'est au sein d'une entreprise, il y a ce tableau qu'il faut fournir. Ce tableau, c'est l'explication des cardinalités, par exemple, dans le cadre de la gestion de la scolarité. Pour que quelqu'un, une fois que tu mets tes cardinalités sur ton chemin dans cette association, quelqu'un puisse comprendre ce que tu veux dire à travers cette explication que tu fais. Nous voyons qu'ici, nous avons combien de liaisons? Nous avons 3 liaisons, 3 grandes liaisons. 1, 2, 3. Mais dans chaque liaison, il y a 2 chemins. C'est ce qui est représenté dans le tableau ici. Nous avons 3 grandes liaisons. La toute première liaison, la deuxième liaison, la troisième liaison. Mais dans chaque liaison, on peut utiliser Service des examens et service des examens et étudiants.
C'est-à-dire ici, relier. Là, si on peut relier, on peut relier. On peut relier. Autant de liens que vous voulez faire, mais il faudrait que les liens soient liés une logique. Il ne s'agit pas de relier seulement. Quand vous reliez, il faudrait que vous puissiez lui donner une fonction pour qu'il puisse jouer rôle. S'il ne peut pas jouer de rôle, voilà. Les services de l'examen qui vont vérifier si les étudiants comprennent. La base de données étudiants, bon, les noms, les mails, et qu'on appelle, sont des étudiants qui sont inscrits. Le service d'examen, quoi. Pour vous, le service d'examen doit aussi vérifier si la liste qu'ils ont reçue, si ces étudiants sont inscrits. Ça, c'est à la scolarité, mais s'il veut faire un lien directement avec, qu'on appelle ça, les étudiants et puis le service des examens, quelle information qui peut venir s'ajouter en plus au niveau au niveau des étudiants? Le service doit donner à chaque étudiant son code d'examen. Le service doit donner à chaque étudiant son code d'examen. Ça, c'est l'exemple qu'elle vient de donner. Oui, ça, c'est. À fonction du matricule, il va donner un exemple. Oui, effectivement, ça, c'est un exemple intéressant. Les résultats correspondant à chaque étudiant. Le service d'examen, lui, peut donner le résultat correspondant à chaque étudiant. Oui, effectivement. Oui. Le service de l'examen va retirer sa liste d'étudiants non inscrits. Non inscrit, le service d'examen non inscrit, c'est-à-dire parce que déjà la scolarité joue déjà ce rôle-là. Oui. Ceux qui ne sont pas inscrits sont carrément retirés de la liste et la liste des inscrits est amenée maintenant à la scolarité. Oui, mais au niveau des services, ceux qui ne sont pas inscrits sont retirés de la liste. Mais comment le service d'examen veut savoir ceux qui ne sont pas inscrits? C'est la scolarité qui peut normalement lui donner cette information. Par contre, ce qu'elle a dit, le service d'examen peut le donner. Donner le code d'examen de récit de tel étudiant, il peut le faire. Mais le service d'examen peut savoir si tel étudiant n'est pas inscrit. C'est par la scolarité déjà que lui peut savoir, en fonction de la fiche que la scolarité va l'envoyer, ou bien l'information que la scolarité va l'envoyer. Ça va? Donc ici, comme je le disais, maintenant pour chaque liaison, il y a deux chemins. Donc, les deux chemins sont représentés ici. Vous voyez, pour la même liaison, il y a deux chemins. Il y a d'abord dans un premier sens et ensuite il y a un deuxième sens. Le 1, c'est-à-dire un étudiant peut retirer une ou plusieurs fiches d'inscription à la scolarité. Un étudiant, quand on quitte de l'étudiant à la scolarité, il peut retirer une ou plusieurs fiches. Le 0,1, c'est-à-dire un agent de la scolarité, c'est-à-dire je parle de la scolarité à l'agent. Un agent de la scolarité peut délivrer soit aucune ou plusieurs fiches d'instruction à l'étudiant. C'est-à-dire soit l'étudiant vient, l'étudiant peut ne pas avoir de fiches. Ça va dépendre, peut-être il y a d'autres critères qui vont entrer en ligne de compte, soit ce étudiant n'est pas inscrit, ou bien cet étudiant n'a pas droit. Peut-être il a été renvoyé, il a été exclu, il n'a plus le droit de venir à la scolarité. On prend par exemple une fiche de renseignement. Ou bien soit cet étudiant, il y a certains contraintes qui sont rentrées dans la ligne de compte qui font que soit, par exemple, si on veut parler par exemple de l'âge, comme ce point de vue des amis, peut-être qu'il y a un quota d'âge. Et donc cet étudiant n'est plus dans cette couchette d'âge. Donc par conséquent, il n'a pas le droit de pouvoir venir à la scolarité, venir retirer. Même s'il vient à la scolarité, ne lui donnera pas. Dans notre liaison 1, c'est-à-dire un étudiant peut faire une ou plusieurs visites au service médical, comme on l'a dit, passer plusieurs examens. Dans l'autre sens, soit un aussi, du service médical qu'on appelle ça aux étudiants, c'est-à-dire le service médical peut consulter un ou plusieurs étudiants au cours de la journée. Mais il y a des cas où peut-être le service médical ne peut recevoir soit un nombre précis d'étudiants, mais un seul étudiant. Ça va dépendre. Dans un autre domaine, dans une autre chose, ça peut être contraint soit 1-1. Ici, on n'a pas la cardinalité 1-1. Mais quand vous avez 1-1, c'est-à-dire un et un seul, comprenez ça. Là, c'est vraiment une restriction totale. Mais dans ça, on peut mettre une cardinalité 1-1. Là, c'est des exemples que des étudiants donnés et qu'on a mis pour pouvoir essayer de comprendre ce que j'ai voulu dire par les cardinalités. Le 0N, quand je prends au niveau de la scolarité puis du service des examens, c'est-à-dire la scolarité peut confirmer ou infirmer plusieurs compléments de dossier, par exemple, au niveau du service des examens.
Le côté service des examens et le côté qu'on appelle ça scolarité. Oui. C'est-à-dire que le service des examens le service des examens peut interroger une ou plusieurs fois la scolarité pour la confirmation de complément de dossier d'examen à l'emploi de l'étudiant. Vous voyez un peu comment est-ce que j'ai maquillé un peu mes différentes cardinalités pour donner un sens à mon schéma. J'ai accepté vos cardinalités et ensemble on a débattu pour que vous puissiez comprendre ce que c'est. Rien ne dit que ce que vous avez donné c'est faux par rapport à ce qui est non. Ça, ce sont des choix que j'ai faits. Vous aussi, vous avez fait des choix. Mais vos choix que vous faites, il faut pouvoir assumer jusqu'au bout pour qu'il y ait une cohérence. C'est comme la science. En science, c'est toujours cohérence. On ne peut pas faire de coq à l'âne. C'est bon? Donc, ce tableau est très important. Dans vos exercices que je vous ai donnés, n'oubliez pas de le faire, s'il vous plaît. Surtout dans les activités que vous allez m'envoyer par mail. L'activité, le homework, où j'ai dit de faire le choix de votre propre système d'information. Donc, vous allez faire vos candidats. Ce tableau-là, j'ai besoin de ça. Sans ce tableau, moi, je peux m'imaginer tout. Je peux m'imaginer tout pour corriger. Et si je m'imagine tout, moi, je vais choisir le chemin qui est simple pour moi. Alors que si vous avez fait ce tableau, ça rend la chose encore plus simple. Et ça me permet de suivre. Parce que quelqu'un qui a me dit, par exemple, un étudiant ne peut retirer qu'une seule fiche à la scolarité. Et puis m'écrire la cardinalité et il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? C'est qu'il y a un problème, il n'a pas bien compris le sens de la cardinalité. Vous voyez? Donc, c'est dans l'écriture de vos cardinalités, les explications, qui vont me permettre de comprendre ce que vous avez fait et si vous suivez une logique. C'est bon? Question? Oui? Concernant la cardinalité, on a les trois entités et on a les entités. On a les classes d'entités et à l'intérieur des classes d'entités, surtout les entités. Donc, on fait la liaison. On va la différencier, on dit une classe d'entité à plusieurs entités ou à juste une entité. Ou bien il faut faire classe d'entité, qui va il faut savoir que dans les cardinalités, de la manière que la cardinalité lie la classe d'entité A à une classe d'entité B, cette même cardinalité inclusivement lie les entités qui sont dans la classe d'entité A aux entités qui sont dans la classe d'entité B. C'est automatique. Elle ne peut pas lier la classe d'entité puis ne pas lier les entités qui sont dans la classe. Tu vois, non? Oui? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs types de cardinalités pour une même liaison entre plusieurs types de cardinalités, c'est-à-dire par exemple, pour le plusieurs types de cardinalités. Par la scolarité. Ici, ils ont trouvé un N. Est-ce qu'on peut trouver encore d'autres cardinalités pour la même liaison? Si on peut trouver encore d'autres cardinalités pour la même liaison. Ça va dépendre. Si on doit mettre d'autres cardinalités là, il y a peut-être la manière, il faut tenir compte de soit de certaines contraintes, certaines choses. Si on peut trouver encore d'autres cardinalités. On a trouvé 0N, on a trouvé 1N, c'est ça? On peut trouver soit là, on peut mettre la cardinalité 1,1. C'est qu'il y a une restriction que tu te fais. Soit on peut mettre la cardinalité 1,0, soit il y a une restriction, l'étudiant peut avoir ou ne pas avoir. Vous voyez, on peut mettre autant de cardinalités. Mais ce qui est important, dans vos exercices, ne me mettez pas plusieurs cardinalités pour un cas. Pour un cas, prenez une cardinalité, pour l'autre cas, prenez une cardinalité. Vous me comprenez, non? Ça va? Les cardinalités sont comprises, on va parler maintenant des identifiants. Est-ce que j'ai enregistré depuis le mois? J'ai compris un peu. On va parler maintenant des identifiants clés. En définition, l'identifiant, c'est choisi par l'identifiant est choisi parmi les attributs d'une classe d'entité ou d'association. On a vu un peu les attributs. Dans les attributs, c'est quoi? Les entités. Elle permet de déterminer une valeur de manière unique. Et elle est repérée sans ambiguïté. Elle est courte. C'est un seul identifiant. Il est non variable dans le temps et il est souligné. Ici, dans le cadre du modèle d'entité associative. Donc, selon vous, quand on regarde ça, par exemple, je vais venir à ce PowerPoint. Ici, quand vous regardez, bon, c'est déjà un truc, mais pour cette classe d'entité étudiant,
selon vous, on a plusieurs identifiants, on a plusieurs attributs qui sont ici. Qu'est-ce qui peut être l'identifiant ici? Le matricule. Pourquoi? C'est vrai, ici, il est souligné, mais ce n'est pas l'explication. Pourquoi c'est le matricule, lui? Il l'identifie, il spécifie directement l'étudiant. Est-ce que vous avez, dans cette classe, est-ce qu'il y a des gens qui ont des... même s'ils sont jumeaux, comment ils ne peuvent pas avoir le même matricule? Chacun, le matricule, c'est comme ton ADN. Ton ADN, c'est unique. Nous sommes tous ici, là. Si on va étudier nos ADN, là, c'est différent de l'un à l'autre. Il n'y a rien à faire, c'est différent. C'est comme nos empreintes. Donc, le matricule est comme ton empreinte ici. Donc, vous voyez, si on choisit ici, comme dans la classe d'étudiants, l'identifiant comme matricule, il ne peut jamais changer. Il ne doit pas changer jusqu'à la fin de la conception de notre base de données. Est-ce que le matricule, quand on donne un matricule, il se modifie? Le matricule ne se modifie pas. Je suppose que quand vous voyez que vous inscrivez peut-être à la première année, le matricule qu'on vous donne, c'est le matricule qui vous suit. Vous, les années passent, vous changez de classe, mais le matricule vous suit. Il ne change pas. Même à la fonction, plus tard quand vous allez travailler, mais quand tu as quitté un poste pour aller à un autre poste, ton matricule te suit toujours. C'est comment je peux parler aussi de quoi encore? Par exemple, le numéro de ta pièce d'identité. Le numéro de ta pièce d'identité. C'est un numéro qui te suit partout. Normalement, quand on refait les pièces d'identité, normalement, ça ne doit pas changer. Normalement, ça ne doit pas changer. C'est comme ça t'identifie. Normalement, c'est comme ça t'identifie. Mais ici, dans le système là, je ne sais pas, parce que je ne fais pas vraiment attention à ça. Mais c'est comment une empreinte. Donc, quand vous choisissez l'identifiant dans votre classe d'identité, que ça soit comme une empreinte personnelle, indélébile, pas d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'ici, nous avons le matricule étudiant. Nous pouvons avoir, par exemple, la carte nationale d'identité étudiant. C'est-à-dire les deux déjà peuvent être choisis. On peut choisir un matricule comme la carte nationale d'identité. Mais on ne peut pas choisir le nom comme identifiant. Pourquoi? Le nom peut changer. Et puis, on peut avoir des noms qui se ressemblent. On ne peut pas non plus choisir le contact. Le contact peut changer. Le contact peut changer. Parce que le contact, voilà, et puis tu peux avoir deux numéros. Le contact peut changer. Donc, déjà, c'est bien difficile. Or, l'identifiant ne doit pas changer. Il doit rester. Parce que si l'identifiant change, ça crée un problème au niveau de la base de données. On peut modifier les deux choses dedans, mais l'identifiant ne le modifie pas. Ici, on peut modifier le nom, le prénom, la date de naissance. Peut-être si cet étudiant allait faire un René, ça peut modifier. Son contact, ça peut changer s'il a changé. Mais son matricule, son matricule le suit toujours. Vous voyez? Vous avez compris? Le numéro de la carte d'étudiant. Le numéro de la carte d'étudiant aussi peut être comme ça. Par exemple, que le numéro de la carte d'étudiant vous spécifie, n'est-ce pas? À chaque étudiant, c'est un numéro de sa carte d'étudiant. C'est comme son matricule. Le numéro de la carte d'étudiant, effectivement, le numéro de la carte d'étudiant peut être considéré ici. S'il n'y a pas de matricule, on peut considérer le numéro de la carte d'étudiant comme l'identifiant. Et dans le temps, il ne varie pas comme on le dit. Et ici, dans le cas d'un modèle entité association, il est souligné. Voilà pourquoi est-ce qu'il est souligné ici. Donc, quand il est souligné, ça montre que quand quelqu'un regarde dans ton schéma, il s'en rend compte que non, dans ta classe d'identité, c'est ça que tu as choisi comme identifiant. Bon, ça c'est juste un exemple un exemple très simple de la classe d'étudiants. On vient tout à l'heure de faire l'exemple. Quand on a choisi la classe d'étudiants, comme identifiant, on a choisi le matricule d'étudiant. Donc, directement, quand on écrit la classe d'étudiant, on met l'identifiant et puis on écrit tous les autres attributs qui accompagnent la classe. Dans le cas d'une classe d'association, l'identifiant est obtenu en combinant les identifiants des classes d'entités qui participent à la liaison. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit dans le cas d'une classe d'association, l'identifiant est obtenu en combinant les identifiants des classes d'entités qui participent à la liaison. Je viens, voilà. C'est mieux de venir sur le schéma pour l'on comprend. Ici, on prend le cas de l'association retirée, la classe d'association retirée des livrets. Cette classe d'association lit combien de classes? Deux classes, la classe étudiant et la classe scolarité. Donc, selon vous, les identifiants qui doivent intervenir dans cette classe d'association, c'est quels sont ces identifiants? Le matricule et le code agent. Ça doit être les identifiants pour cette classe d'association.
À cette classe d'association, sachez que quand on met le matricule, si on met le matricule de Yahoo, on a toutes les informations sur Yahoo. Voilà pourquoi la classe d'association, quand il prend seulement l'identifiant de l'autre classe, il ne se fatigue pas pour aller prendre les autres entités. Parce que quand on prend le matricule de Yahoo, toutes les informations qu'on veut sur Yahoo, on aura. C'est comment ça se déplie. Et donc, toutes les informations sur l'individu Yahoo. Donc, cette classe d'association ne prend en compte que les deux identifiants des deux classes d'entités qui relient, c'est-à-dire le matricule et le code de l'agent. Ça suffit. Maintenant, à cette classe d'association, il peut y avoir d'autres attributs. Par exemple, si ici il y a une question, par exemple la question temps. Le temps peut intervenir, par exemple, si on doit ajouter temps ou bien, qu'est-ce que je peux ajouter? Temps, délai, quelque chose comme cela. Ça peut être des attributs qui font partie de cette classe-là. Donc, quand tu mets les attributs de ta classe d'association, tu vas mettre le matricule étudiant, le code étudiant, et tu vas ajouter aussi le temps. Parce que le temps fait partie aussi des éléments de l'association. Ça, c'était l'exemple. Si il y a un temps qui s'ajoute là, ça veut dire que la classe d'association peut avoir, en plus des identifiants des deux classes d'entités qui lient, ses attributs à elle. C'est bon? Toujours avec l'exemple de la gestion de la scolarité, je vous ai demandé de déterminer les différents identifiants, les attributs de chaque classe d'entité, de chaque classe d'association par exemple, de citer les éléments de base intervenant dans la mise en place du modèle entité-association. Citer les éléments de base intervenant dans la mise en place du modèle entité. Ça, là, vous pouvez le savoir parce qu'il s'agit de pas caché. Donc, en quelque sorte, voici un peu l'activité qui se trouve là-bas que vous devez le faire en compte. En résumé, pour résumer le modèle conceptuel de données ou bien le modèle entité-association, le modèle conceptuel de données ou le modèle entité-association, c'est la même chose. Les différents états se reçoivent comme suite. Pour une entité, ce qui est important, il faut désigner un nom. C'est-à-dire donner un nom à la classe d'entité. Établir une liste d'attributs, c'est-à-dire donner les différentes entités qui rentrent dans ces classes d'entité. Choisir un identifiant, c'est-à-dire qu'est-ce qui constitue la clé de cette classe. L'identifiant est considéré comme une clé. Donc, qu'est-ce qui constitue la clé de cette classe? Avec une clé, on ouvre une porte. Donc, avec l'identifiant, elle est comme une clé. Une clé, pourquoi? Parce qu'à travers elle, on a toutes les informations qui concernent l'élément dans le système. Pour une association, il faut toujours trouver aussi un nom à la classe d'association. Donner un nom à la classe d'association. Maintenant, je vous ai montré comment le trouver. C'est tellement simple. Ne vous prenez pas la citation. Quand c'est les associations, les différents verbes là, c'est ce qui constitue la classe d'association. Déterminer les relations entre les entités. Les relations, c'est-à-dire, quand je parle de A à B, de B à A, c'est ce que je veux dire. La liste des attributs propres à la relation, au cas où il y a des attributs qui rentrent dans l'association, elles s'ajoutent à cela. Et puis, définir les cardinalités. Une fois que tu as établi les liaisons, tu peux établir tes différentes cardinalités sans problème. Et pour établir les cardinalités, c'est en fonction aussi du verbe. Les verbes que vous choisissez pour écrire, pour traduire les différentes associations, elles vous aident dans l'établissement des cardinalités. Parce que quand tu fais la phrase et que tu vois que ça ne concorde pas, c'est qu'il y a un problème. Ta cardinalité, il faut faire attention à la cardinalité que tu vas écrire. Vous allez voir que dans les exercices, soit en vous donnant le modèle entité-association, on vous donne un test. Et puis, toutes les informations sont dedans. C'est-à-dire, quand tu finis de lire le test, tu dois pouvoir établir le modèle entité-association, le schéma. Parce que toutes les informations sont dedans. On va te dire, on va te dire, parler des différentes classes d'entités, on va te dire, parler des différentes liaisons qui disent, on ne va pas te dire que ce sont des associations. On va te dire des liaisons. Par exemple, telle classe d'entité est reliée à tant, pas un verbe des choses. Il faut savoir que ce sont des associations. Et à cela, on va ajouter soit des contraintes et autres. Dans les contraintes, ça va te permettre de spécifier plus tes cardinalités. Et quand on finit de donner ce test, je te dis, en fonction du test, quand tu fais le revue, établir le modèle entité-association. Il va être en mesure de pouvoir faire le chemin.
Tout comme aussi on peut te donner un schéma de modèle d'entité-association. Il faut d'expliquer ce schéma. Donc, aussi vérifier le schéma obtenu en s'assurant qu'il respecte les règles d'un modèle modèle conceptuel de données. Ça, c'est très important. Quand tu finis de faire ton modèle d'entité-association, il faut vérifier si vraiment elle respecte les normes, si les paramètres sont bien écrits, si tout est OK. Donc, dans l'exercice, avant de parler à l'exercice, en conclusion, il faut dire qu'au niveau conceptuel, comme toujours on est, il est important de connaître les différences fonctionnelles entre le niveau conceptuel, le niveau logique et toujours le niveau physique, qui représentent les grandes étapes à suivre dans la modélisation des bases de données. L'analyse conceptuelle représente le premier niveau dans la conception des bases de données. Il convient de répondre à la question « Que vois-je » pour la mise en place des données. La leçon que nous allons voir après va nous conduire au deuxième niveau de conception de la base de données, à savoir le niveau logique. Donc, on vient de finir le premier niveau de conception de la base de données, à savoir le modèle, le niveau conceptuel. Qu'est-ce que je vois? Que vois-je dans l'environnement? Pour ce premier niveau, quel problème vous avez? Il y a un problème? C'est le moment de poser des questions. S'il y a quelque chose qui n'est pas compris. Le problème, c'est les mots. Les mots. Ils ne sont pas encore expliqués. C'est pas encore le coup que je vois que mes quand je revois, je vois la version. Tu ne vois pas trop, par exemple, quel mot? C'est un peu flou dans ton esprit. Il faut comprendre que les associations, ce sont des liaisons. Ce sont des liens qui lient, ce sont des liaisons, des liens qui sont caractérisés par des verbes, qui lient les classes sans densité. C'est tout ce qu'il faut savoir. Et ces associations représentent des cardinalités. Les entités, il y a beaucoup d'étudiants scolarités qui les entités, plusieurs entités représentent une classe d'entités. Quand on dit classe d'entités, c'est-à-dire qu'il faut donner un nom au groupe. En fait, quand on vous dit classe d'entités, c'est-à-dire donner un nom au groupe. Le groupe, l'ensemble. Tout l'ensemble qui est là, je peux le caractériser par quoi? Bon, tout cet ensemble-là, quand je regarde, tous, ils sont synonymes, ils ont des similarités. Quand je mets le nom, le prénom, la carte de l'étudiant, le contact de l'étudiant, la date de naissance de l'étudiant, ils ont des similarités. Donc, je dis, ah, ok. Donc, je vais appeler cette classe-là, classe des étudiants. Mais dans cette classe des étudiants, quels sont les éléments que je dois collecter sur le terrain pour pouvoir renseigner cette classe-là? Et c'est là viennent nom, prénom, date de naissance. Et ça, ce sont les entités. C'est bon? Une autre question? Oui. Le modèle en entité d'association. Le type d'association. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs verbes? Est-ce qu'on ne peut pas avoir plusieurs verbes? Si, on peut avoir plusieurs verbes. Autre que deux, en fait. Parce que... Au-delà de deux verbes. Pour une seule même association. Par exemple, si on revient au schéma, c'est vraiment... Oui, retourne au schéma complet, parce qu'on va en dedans. Ici. Oui. Retirer, délivrer, quel verbe enfant tu peux? Par exemple, un étudiant à la scolarité, il peut aller juste, comment dire, prendre une information. Oui, mais. Il ne va pas aller forcément retirer. Oui, dans ce cas. Merci pour la question que tu viens de poser. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé des choses. C'est-à-dire, quand tu donnes tes associations, il faut savoir où faire ce que tu recherches. Si c'est pour aller prendre des renseignements, on peut mettre étudiant prendre renseignements. Donc, il y a encore le verbe prendre renseignement qui vient. Mais ici, prendre renseignement et puis retirer, ça fait deux choses. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, quand il va aller prendre les renseignements, il n'est pas censé retirer. C'est juste des informations qu'il est parti prendre. Or, tu peux aller retirer toujours en prenant aussi des renseignements. Donc, tu vois que reprendre inclut dans retirer. Mais si tu mets le verbe prendre seulement, le retirer ne rentre pas en ligne de compte. Donc, dans ce cas, quand tu vas prendre des renseignements, ta cardinalité que tu vas écrire, elle doit avoir un sens. C'est-à-dire le verbe que vous choisissez doit pouvoir accompagner la cardinalité. Vous voyez, ne vous donnez pas des restrictions en prenant des verbes vraiment très restreints. Qu'il y ait une ouverture de sorte qu'au sein de ces verbes, plusieurs actions peuvent se mener.
En même temps qu'il s'en va prendre, retirer la fiche, il peut prendre des renseignements. Alors, quand il dit que l'étudiant n'allait pas prendre des renseignements dans la scolarité, donc quand il en prend les renseignements, quand il en prend la scolarité, tu dois retirer quelque chose. Non. C'est-à-dire, là, il y a une contrainte que tu t'es imposée. Et donc, c'est pas faux, c'est correct. Mais ta contrainte, il faut pouvoir la respecter jusqu'à la fin. C'est bon? Un doigt en ligne. Moi, je vois même pas. Et en ligne, qui a une question? J'écoute. Oui, ouais, c'est moi en fait. On a pour des cardinaux. Toi qui, pardon. Toi qui. Ouais. Coco? Attends. D'accord. Oui? Ouais. Pour des cardinalités là. Elle est aléatoire ou bien, je ne sais pas, c'est-à-dire fonction de chaque étudiant ou bien c'est une vérité mathématique, c'est-à-dire une cardinalité que tout le monde devra trouver au niveau du même exercice. Reprends ta question, s'il te plaît. Reprends. Au niveau des cardinalités, je demandais si elle est aléatoire, c'est-à-dire elle est fonction de chaque étudiant pour le même exercice ou bien c'est une vérité mathématique, c'est-à-dire une cardinalité que tout le monde devra trouver à la fin de l'exercice. C'est-à-dire, bon, voilà, bon, selon l'entendement de chaque étudiant, bon, il peut prendre 0, selon que je le conçois en fait. Ou bien c'est une vérité mathématique pour laquelle tout le monde devra trouver peut-être un N. D'accord. Elle est une vérité mathématique en fonction quand il y a un schéma qui est suivi. Quand je dis un schéma qui est suivi, c'est-à-dire dans un exercice, toutes les informations te sont données de sorte que les informations sont données de sorte que tous les étudiants qui ont traité cet exercice puissent avoir la même cardinalité. Normalement, on va fournir la même cardinalité. Là, elle suit une logique mathématique à travers l'énoncé de l'exercice que l'enseignant fait, l'énoncé de l'exercice qui t'est donné. Mais dans le cas d'un exercice ou par exemple dans le choix, comme je viens de dire, dans le choix de votre système d'information, ça est aléatoire. Aléatoire, c'est-à-dire en fonction du système, en fonction des éléments que l'étudiant des réponses que l'étudiant cherche à résoudre, les problèmes auxquels au moins l'étudiant cherche à résoudre, quelles sont les cardinalités qu'il peut mettre en ligne de compte qui puissent l'aider. Et l'enseignant, dans la correction, cela aide l'enseignant à comprendre l'idée de l'étudiant. D'accord. Voilà. Donc, ici, pour cet exercice, ici, pour un exercice, puisque je n'ai pas écrit, je n'ai pas fait un canevas d'exercice complet jusqu'à la fin, pour terminer, avec toutes mes contraintes. Donc, du coup, on appelle ça, les cardinalités peuvent être aléatoires. Chacun peut donner ses pensées de cardinalité. L'essentiel est que ça reflète ce qui est écrit, qui puisse vraiment expliquer la cardinalité. Mais si j'avais donné un champ qu'on appelle ça d'exercice, un canevas d'exercice, je vais mettre toutes les contraintes dedans. Parce qu'à travers les contraintes que je vais écrire dans le document, tu sauras quelle cardinalité il faut écrire. Voilà, donc là, ça contraint tous les étudiants à avoir la même chose. Ok, merci. Donc, dans vos exercices, pour cela, vos cardinalités, à vous de vous entendre quand vous êtes deux. Vous vous entendez et puis vous choisissez une cardinalité. Je ne veux pas beaucoup de cardinalités. Je veux juste comprendre que les étudiants ont compris vraiment ce que j'ai voulu transmettre. C'est ça qui est important. Ils ne vont pas nous donner un test. Dans la vie professionnelle, on ne va pas vous donner un test. Dans la vie professionnelle, on ne va pas vous donner un test. Parce que dans la vie professionnelle, soit tu vas aller au sein d'une entreprise, on te dit non, constitue-nous une base de données. Quand tu as fini de constituer la base de données, on va te demander est-ce que tu peux implémenter cette base de données. C'est-à-dire, fais vivre cette base de données. Il l'a fait de façon physique. C'est-à-dire, oui, tu peux implémenter cette base de données. Et donc, dans l'implémentation de la base de données, c'est toi qui implémentes la base de données qui va mettre les différentes contraintes. Ou bien soit tu vas te voir au niveau de la société, quelles sont les contraintes que tu dois mettre à la disposition de cette base de données pour que les données qui sont là ne soient pas distribuées, ou bien les données qui sont là ne soient pas modifiables à n'importe qui, ou bien les données qui sont là ne soient pas mal exploitées, ou bien mal exploitées, comme je le dis, par d'autres personnes. Tu vois, non? Donc, c'est toi qui vas, dans l'implémentation, c'est toi qui vas donner tous ces contraintes-là. Tu vois? Et donc, ça va constituer cette cardinalité que tu vas écrire, cette ligne que tu vas écrire. Donc, dans une société, on ne va pas vous donner un test. Non, 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 non. On vous dit non, on a tel problème, on ne sait pas comment, par exemple, quel exemple cette même je peux donner. Il y a un service qui vient tout dans le
Par exemple, si je vais prendre par exemple l'hôpital, je vais demander, par exemple, on veut mettre en place une base de données, si c'est une structure de l'hôpital, on veut mettre en place une base de données qui va nous permettre de voir un peu l'efficacité du service au niveau, par exemple, du côté gynécologie ou bien du côté de la pédiatrie, par exemple. Et donc, quand on va te demander de mettre en place une base de données à ce niveau-là, c'est-à-dire dans cette base de données, il y a beaucoup d'éléments dont tu auras besoin. Toutes les informations qui concernent les patients, toutes les informations qui concernent les bébés, toutes les informations qui concernent les médecins. Quelles sont les différentes qu'on appelle ça, les activités qui sont faites au niveau de cette pédiatrie? Quels sont les différents services qui sont disponibles au niveau de cette pédiatrie? Et de ces services, comment peuvent se faire les rendez-vous, les accueils, tout ça, on te dit de mettre en place une base de données. Quand tu vas mettre ta base de données, là, on ne t'a pas mis en place un test. On te dit non, il y a un problème de gestion, par exemple, du service de la pédiatrie. Il veut mettre en place une base de données pour maximiser ou bien pour optimiser la gestion du service de pédiatrie. Donc, toi qui vas t'asseoir, qui vas implémenter, toi tu dois savoir comment, à travers aussi les questionnaires. Parce que quand tu vas avoir soit quelques difficultés, tu peux aller au chef de service, tu peux les formuler. Tu vas aller chez le chef de service, tu peux te renseigner. Ah, peut-être chose, quelle genre d'informations je peux avoir. Et en fonction des informations quand tu vas venir constituer ta base de données, elle rentre en ligne de compte. Donc, dans les bases, dans les données, c'est celui même qui conçoit la base de données, même qui travaille. Celui qui implémente travaille aussi, c'est vrai. Mais c'est plus facile quand la base de données est déjà constituée, bien constituée et que tu dois l'implémenter. Si tu es un très bon programmeur ou bien un très bon truc, c'est un jeu pour toi. Mais si la base de données n'est pas bien renseignée, bien truc, ça te cause de sérieux problèmes. Donc, dans des services, quand tu vas partir, en fonction de leurs préoccupations, ils vont te donner ce qu'il faut faire à faire. Si tu es outillé à pouvoir faire l'implémentation, tu vas faire l'implémentation. Mais quand tu vas finir, tu vas leur expliquer les différentes contraintes. Pourquoi est-ce que dans ta base de données, quelles sont les différentes contraintes qui sont dedans par rapport à certaines informations? Tout ça, là, tu vas donner les informations, les renseignements. Pour que demain, si tu n'es plus là, que la structure puisse continuer à travailler avec ta base de données que tu as mis. Question, oui? Quel type de format de données? Quel type de format de données? Tous les formats de données. Oui, on peut mettre des photos, bien sûr. On peut mettre des photos. Il y a des photos, il y a des formats JPEG. Un format JPEG qui peut constituer une base de données qu'on peut introduire dans les bases de données. Par exemple, si tu es parti sur le terrain collecter des données et tu dois construire une base de données, par exemple, de certains arbres que tu as recensés dans la forêt ou bien de certaines cultures, recenser certaines cultures, les parcelles et autres, il faut prendre des photos. Il faut prendre des photos. Et ça construit des bases de données, la construction d'une base de données. Ces photos rentrent dans le cadre de commentaires et de description. Vous me suivez? Dans le cadre de commentaires et de description, la photo est là. Hein? Puis ça peut être aussi une empreinte. Ça peut être aussi une empreinte. Ou bien des coordonnées GPS. Des coordonnées GPS, des informations, et tu vas décrire les informations. De sorte que quand tu en parles de la photo, tu sais très bien à cette photo-là, à quelle coordonnée GPS tu as pris et qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que tu as remarqué sur le terrain concernant cette photo? Tout ça peut construire une base de données. Elle est vraiment vaste, les bases de données. Tout ce que nous manipulons, tout ce que nous faisons. Encore question? Pas de questions?